Faire du code qui fonctionne, on sait faire. Faire du code qui fonctionne longtemps, au final, c'est notre expertise. Faire du code fiable, c'est pas tout à fait la même limonade. Déjà, qu'est-ce qu'on met derrière le mot fiable ? Est-ce que c'est un code qui tient la charge ? Au final, on délègue ça aux ops. Est-ce que c'est du code qui renvoie tout le temps le même résultat ? Notre code est déterministe, on sait faire. Qui est imperméable à toute attaque ? Oui, bien sûr, en tout cas aux attaques qu'on connaît. Parce que si on demande à tous les devs leur niveau de confiance sur des sujets de cybersécurité, au fond de nous, on sait tous qu'on n'est jamais assez ceinture bretelle. Mais alors, pourquoi DevSecOps n'est pas la norme par défaut ? Peut-on vraiment laisser à GitHub et à tous nos frameworks le soin de faire la police ? Et surtout, si l'IA produit le code, relit le code et cherche les failles, au final, qui surveille l'IA ? Pour répondre à ces questions patchées, je ne reçois pas Mr. Robot, mais il s'y connaît en failles pacifictives. Tug, bonjour. Bonjour. Alors, Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Tug, est-ce que tu peux te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Donc je suis Tugdual Graal. Tugdual, c'est un prénom breton. La plupart des gens m'appellent Tug ou Tug aujourd'hui, c'est plus simple. Et je travaille actuellement chez GitHub comme copilot spécialiste, donc sur la partie développement avec l'IA. Mais c'est un rôle que j'ai pris il y a quelques mois. Et avant, j'étais Solution Engineer, donc sur GitHub depuis 5 ans, où je travaillais justement sur la mise en place, l'adoption avec nos clients, avec nos prospects et côté Meetup autour de l'utilisation d'une plateforme DevSecOps que vous connaissez très bien, qui est GitHub. Ok, très bien. Du coup, pour commencer directement un peu dans le vif du sujet, on entend souvent le terme DevSecOps. Toi, tu le définirais comment ? En fait, c'est amusant la façon dont je le définirais, parce que quand j'ai commencé... Moi, je viens du développement applicatif. Je ne suis pas un ingénieur Ops ou DevOps, peu importe comment on va l'appeler. Moi, ce que j'ai aimé faire dans le passé, c'est toujours développer des applications, même si mon CV est un peu product management, etc. Mais je me considère toujours comme un développeur d'applications. Et quand je suis rentré chez GitHub, il fallait se former au DevOps. Et pour moi, DevOps, il y avait la sécurité dedans. Ouais. Systématiquement, si on a automatisé des choses, la sécurité fait partie des automatisations. Et c'est là où j'ai découvert que ce n'était pas toujours le cas. Donc le DevSecOps, c'est ce que les développeurs imaginent du DevOps, c'est-à-dire l'automatisation pour la qualité, essayer d'automatiser de plus en plus de choses pour potentiellement déployer en continu, mais sans jamais oublier la sécurité. Et la sécurité, ça va être la sécurité, comme tu l'as dit, des failles, mais qu'est-ce que c'est une faille ? La sécurité au niveau de ce qu'on a mis dans notre code en termes de données, en termes de tokens ou de secrets d'authentification pour des API. Et donc le DevSecOps, c'est de faciliter cette partie-là pour que les développeurs n'aient pas trop à s'en soucier et que ça devienne comme la qualité dans le workflow habituel du développeur. Ou de la développeuse. Ouais, mais parce que tu vois, effectivement, quand on parle d'automatisation, en fait, on a cette idée de fiabiliser un peu notre usine logicielle. Et on a plus souvent une démarche de se dire comment on fait pour s'assurer que notre code fonctionne en toutes circonstances, plutôt que de vraiment appréhender tous les contextes de est-ce que quelqu'un sera capable d'aller extraire de l'information d'une manière qu'on n'avait pas forcément anticipée. Et ça, je ne sais pas si c'est quand même... tu vois, tu disais que on délègue ça en fait en gros DevOps ou à notre CI/CD ou tout ce qu'on veut, mais je ne sais pas si on prend en compte vraiment des notions de sécurité quand on délègue. En fait, le problème, c'est que la sécurité, c'est vraiment quelque chose de compliqué. C'est un domaine d'expertise. Ouais. Et surtout un vrai domaine d'expertise. Et un peu comme la performance, c'est un domaine d'expertise. Alors, à la différence de la performance, on peut rajouter les grosses machines et on se dit, allez, on va déléguer, entre guillemets, à plus de CPU, plus de mémoire, etc. S'il y a une faille, la faille est là, elle peut être exploitée. Mais
Moi, ce que j'ai trouvé dur en tant que développeur, c'est quand j'ai travaillé il y a très longtemps chez Oracle en tant que développeur sur la plateforme Java, on avait des audits de sécurité. La moitié des choses, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ok. Il y a des choses où c'était très bas niveau sur l'exploitation de la mémoire, etc. En fait, on a besoin d'être accompagné sur cette partie-là. Et l'automatisation, c'est essayer de capturer ça et le rendre compréhensible par l'ensemble des développeurs, l'ensemble des développeuses, que ce soit en front, en back, et rendre la chose facile à fixer et savoir dans quelle priorité il faut la fixer. Ouais. Ça, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, dans mon parcours, à quelques occasions, d'avoir des pentests sur les systèmes qu'on avait déployés. Et c'est vrai que je trouve que c'est une source d'apprentissage phénoménale, c'est-à-dire qu'on apprend des choses d'un point de vue technique sur... tu vois, pas que la gestion de la mémoire, mais aussi sur comment est-ce que des gens peuvent détourner des accès, sur des trucs qui existent ou pas. Je trouve que c'est toujours hyper intéressant. Et en fait, c'est ça que je trouve intéressant. Pour moi, si on revient au DevSecOps, l'outil qu'on va devoir mettre en place, c'est pour essayer de sensibiliser à ça, mais aussi d'en apprendre quelque chose. C'est que ça devienne un automatisme, non pas dans la machine, mais dans l'humain, où on va se dire, je sais qu'il faut que je fasse attention à ça, et se former. Et juste, parmi les choses qui me fonctionnent bien, c'est quand on fait du pentesting ou quand il y a d'autres outils qui vont participer, c'est qu'on essaye de comprendre comment ça va être exploité. Et je disais que je faisais du copilote beaucoup, c'est mon métier principal aujourd'hui, et une des choses que j'invite les gens à faire, c'est alors, l'IA n'est pas un outil pour trouver les failles de sécurité, ils vont en trouver quelques-unes, mais ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est ce côté où quand il y a une faille qui a été trouvée, peu importe par quel outil, ou quelqu'un a regardé ton code et a dit fais attention à ça, c'est utiliser l'IA justement pour se former. Poser la question, on va faire le truc tout bête que tout le monde, même les non-développeurs vont comprendre. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de non-développeurs qui vont écouter le podcast, mais quand on parle d'injection SQL, comment ça peut être exploité ? On pose la question, on discute, on découvre, et en fait on arrive à se sensibiliser sur cette partie-là. Ouais. Et moi, c'est quelque chose que je montre fréquemment sur pourquoi c'est important et comment se former, entre guillemets, et on va apprendre. Et après, il y a des projets open source, des outils qui permettent justement d'utiliser un peu une gamification pour, à partir d'une vulnérabilité qui aurait été trouvée par des outils, inviter le développeur à faire un petit test, une petite formation pour comprendre s'il a vu l'impact. Ouais. Et la sécurité, c'est pour tout le monde. On est tous des responsables de sécurité. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et après, il y a ce qui se passe en amont et en aval, c'est-à-dire qu'on est tous les ans, il faut qu'on soit formé. Je ne sais pas comment, donc vous, dans vos entreprises, dans vos équipes, vous l'êtes. Chez GitHub et Microsoft, on a des formations sur la sécu qui ont fait tous les ans. Moi, qui ne suis pas sur le cœur du produit, on ne va pas avoir le même niveau de formation que les gens qui développent le code en tant que tel. Mais c'est aussi la charge, c'est la responsabilité de l'équipe de la plateforme DevOps, avec l'équipe de CISO dans l'entreprise, de faire le travail pour faciliter la tâche du développeur. On n'est pas capable de tout savoir. Hein, ouais, mais là, en fait, tu décris aussi une organisation avec un niveau de maturité, une obligation de maturité sur la sécurité qui est hyper forte, où effectivement, il y a une compréhension de la formation de la sécurité, ça doit être sur tous les maillons de la chaîne. Parce que la sécurité, c'est un sujet qui est global en fait. Enfin, c'est tout le. Oui. Mais la majorité des organisations aujourd'hui, on va être très clair. Ouais. Je pense pas que autant de boîtes aient un tel niveau de maturité sur la notion de la cyber. Alors, moi, je vais parler que de la partie que j'arrive à comprendre, qui est la partie vraiment la partie développement d'applications. Ouais. Je vais pas aller la sécurité sur nos machines, la sécurité sur le cloud ou les machines en production. Ce qui se passe, c'est que, justement, à la différence d'il y a quelques années, je pense qu'aujourd'hui, c'est facile à mettre en place. À activer les outils de sécurité. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est on met en place toute la sécurité, on bloque tout. On va mettre en place les outils de sécurité. Alors, moi, je travaille pour GitHub. Si vous avez des projets open source, si vous avez des projets sur des repos publics, vous allez dans la partie settings, sécurité, vous pouvez tout activer. Et vous allez voir ce que c'est que de regarder le code, de récupérer de scanner. Tout le monde a reçu des alertes avec des Pandabot au moins, donc la partie sur l'analyse des dépendances. Et cette partie-là, pour moi, est vraiment importante parce que c'est pas très compliqué à mettre en place. L'objectif au début, c'est pas de tout bloquer, mais plus de sensibiliser. Et plutôt que de dire, on sait que la sécurité, c'est le problème de tout le monde, si on a un outil qui peut nous aider en le relevant un petit peu des alertes, et petit à petit, on va, au fur et à mesure où la maturité, justement, va grossir, on va être plus sensible, on va être capable d'être alerté, on va avoir confiance dans l'outil par rapport à des faux positifs, etc.
pouvoir la mettre en place à l'échelle. Mais c'est marrant parce que le commentaire que tu fais, alors attention, là je parle comme si moi j'étais quelqu'un de super strict. Non. Moi je suis pas quelqu'un de très. Dans mes projets perso, c'est la catastrophe, c'est pas bien testé, c'est probablement pas sécurisé. Les projets perso, c'est normal. Sur la partie. Mais le discours qu'on a autour, que j'ai là, c'est le même qu'on avait sur la qualité il y a quelques années. Oui, tu attends ce que la boîte soit super mature. Non, plus on va le faire tôt, mais ce qu'il faut, c'est que ce soit facile à faire. Ouais. Et dans une petite équipe, dans une petite boîte, trouver des outils à droite à gauche qui vont pouvoir le faire dans l'open source ou à des coûts moindres au début pour sensibiliser justement les équipes. Mais pour moi, le point qui va être clé, c'est de ne pas bloquer. Ouais. Parce que sinon, ça devient un conflit entre l'équipe, ou entre guillemets, le responsable de la sécu, le développeur, l'architecte, etc., où on va se taper dessus, on va attendre, je comprends pas ton problème, j'ai compris que la sécurité c'est important, mais tu m'aides pas à résoudre. Et donc, c'est trouver cette façon de travailler en collaboration et avec les humains et avec l'équipe, les outils. Ouais. Alors, je trouve qu'il y a quand même une... je sais pas si c'est une ambivalence, je sais pas si c'est le bon terme, mais ce que tu évoques, effectivement, il y a un tas d'outils qui te permettent de, très simplement, en fait, avoir de la surveillance, de l'audit ou même de l'amélioration de ton code. Tu as évoqué le cas des injections SQL. Pour moi, c'est un sujet qui est intéressant parce qu'aujourd'hui, pour la majorité des développeurs, on utilise des frameworks avec des ORM intégrés qui nous protègent de manière native une bonne partie des injections SQL possibles ou des injections XSS ou ce genre de choses. C'est forcément hyper intéressant qu'on ait réussi en fait à simplifier la manière dont on peut se protéger de ces attaques-là, mais ça veut dire aussi, on l'évoquait tout à l'heure, quand tu reçois ton rapport de pentest, tu apprends énormément de choses, en fait, mine de rien. Et donc au final, en l'automatisant, en le simplifiant, tu prives aussi des gens en fait d'apprendre quelque chose qui peuvent aussi les rendre meilleurs sur tout un tas d'autres sujets. Et je trouve que ça donne aussi une espèce de sentiment de confort en disant en fait moi je suis safe parce que j'utilise les outils à la mode, parce que j'utilise des trucs qui font tout ça à ma place, donc j'ai pas besoin de faire attention. Mais pourtant, moi sur ce podcast, on a reçu des gens qui nous ont expliqué qu'il y a quand même, t'as parfois des failles d'un niveau de complexité qui sont hyper élevés, que tous ces systèmes-là ne sont pas capables de catcher en fait. Oui, mais en fait, le niveau, c'est si on prend l'exemple de l'injection SQL qui aujourd'hui ne devrait plus trop arriver parce que les frameworks le cachent, la faille dont tu parles qui va être de très bas niveau, de toute façon, que je sois formé à cette vulnérabilité autour du SQL ou le bas niveau, j'ai pas la compétence. Ce qu'il faut, c'est alerter et être capable de réagir. C'est plus ça pour moi qui est important, parce que c'est-à-dire que quand on se forme, c'est intéressant d'être sensibilisé à ça, donc trouver des outils qui vont prendre des failles de sécurité de base pour se former, tout à fait d'accord. Quand on développe une application, on a autre chose à faire, si on peut l'automatiser derrière. C'est parce qu'en fait, plus ça va, de toute façon, plus on a de l'abstraction. Ouais. Oui, non mais parce que je réagissais quand tu disais c'est des choses qu'on n'a pas le temps de faire, c'est pas forcément notre priorité. C'est discutable en fait est-ce que c'est pas aussi là que notre expertise elle peut avoir de la valeur, c'est d'être capable d'avoir une approche très systémique, holistique des choses. Alors sauf que la plupart des développeurs ne sont pas, et moi je me mets dedans en premier, les développeurs et les développeuses comme moi, on n'est pas des experts en sécurité, on n'est pas des experts en qualité, on n'est pas des experts en performance. Et on nous demande de développer de plus en plus de choses. Ouais. Et c'est encore plus vrai avec l'arrivée des outils autour de l'IA. Donc on doit produire. Donc pour 100 développeurs, pour 10 développeurs, tu as un expert de la sécurité, deux experts de la sécurité. Donc il ne peut pas faire son travail. Ou alors il va être complètement débordé. Donc il faut que lui soit aidé et qu'il puisse transmettre un certain nombre transmettre les bonnes pratiques à ces x10 développeurs avec qui il travaille, quoi. Et c'est ça en fait le défi aujourd'hui pour moi. C'est qu'en fait on doit développer de plus en plus d'applications. Je ne te parle même pas de la dette technique des vieilles applications qui sont à traiter. C'est comment on fait en sorte pour que le code qu'on écrit aujourd'hui soit le plus sécurisé possible. Les bons choix de framework, il y a les bonnes pratiques de développement qui sont très importantes, mais il y a après, est-ce qu'on peut automatiser certaines tâches pour remonter? Parce que le pen testing, il arrive à la fin. Et il y a toute une partie aussi qui est avant le pen testing, pas avant ou en parallèle de ça. Si on parle tout bêtement, parce que ça c'est quelque chose qui est énorme, il y a exploiter une faille de sécurité dans le code, ça peut être très compliqué.
On se souvient tous du Log4j, donc il faut déjà que ça soit la bonne version, que le port soit ouvert. Non, il y avait tout un tas de trucs pour exploiter ça. Il fallait déjà savoir que la faille existe, donc on peut automatiser et faire des robots qui le font. Mais normalement, on va avoir une sécurité périmétrique, etc., qui va faire qu'il y a une autre partie. Tu as des choses tout bêtes où moi je suis vraiment, vraiment surpris. C'est que moi qui ne suis pas un hacker, je ne suis pas quelqu'un qui sait casser quelque chose. Mais si je vois du code dans lequel il y a des clés d'API que je peux utiliser directement, je n'ai pas besoin d'être un gourou pour exploiter ça. Et tu vois, il y a ce niveau de sensibilité pour moi qui est le plus important. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes pratiques qui sont avant même de se dire qu'on va exploiter une faille de très bas niveau, où là on va devoir avoir un expert ou un système expert. Il y a des bonnes pratiques dans le développement et comment on se protège. Et il y a des choses qui sont intéressantes à faire. C'est prenez vos sources code, passez à un outil de scan de code pour trouver des clés d'API dans votre code. Alors, idéalement, il faut trouver dans tout l'historique Git, parce qu'en fait, des personnes vont penser « Oh bah oui, mais c'est bon, je l'ai effacé. » Non, il est dans ton historique Git, tu récupères, tu prends toutes les branches, tout l'historique, tu peux aller scanner pour vérifier si tu as des clés. Bah ça, pour moi, c'est beaucoup plus... Cette sensibilité-là, quand on voit ça, parler de sécurité à bas niveau sur de l'injection de quelque chose qui est très bas dans l'application, je me concentrerai là-dessus au début. Tu vois, ça, parce que ça, justement, là, c'est la responsabilité du développeur, cette partie-là, de la développeuse, de la personne qui va configurer l'application. Les failles de très bas niveau, en plus, souvent, elles vont arriver sur des parties du code qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Parce que ça aide de plus en plus d'API. C'est pour ça qu'on va mettre à jour des frameworks, d'ailleurs. C'est parce que Log4j est un très bon exemple. Ça traînait de partout dans toutes les applications. Personne ne savait que c'était là. En tout cas, personne ne savait qu'il y avait ce module-là, LogSH, je ne sais même plus comment il s'appelle. On ne savait pas qu'il était là. La faille, on a été tous touchés par ça, alors que personne n'a touché à ce code-là dans tous les gens qu'on a fréquentés. Et on a tous été impactés. Là, c'est vraiment une faille de sécurité à traiter d'un point de vue purement... J'ai une faille de sécu dans du code qui ne m'appartient pas. Je pense quand même qu'on a de moins en moins de failles de sécurité dans le code qu'on écrit parce qu'on a des frameworks modernes. Par contre, tout le reste autour, la mise à jour des dépendances, parce qu'on traîne des choses les nouvelles failles arrivent, et quelqu'un va le fixer, il faut le partager, et les secrets dans le code. Et je ne sais pas si on a tous accès à GitHub, parce que vous pouvez faire un jour, vous vous amusez à créer un secret dans une de vos API, Azure, AWS, Google, un PAT token. Vous le désactivez juste pour éviter, mais essayez de le pousser sur un repo public, vous allez voir ce qui va se passer. Immédiatement, vous allez être alerté, il va être désactivé. Tous les pushes qu'on fait, on essaye de trouver que vous faites, parce que nous on ne les fait pas, que vous faites sur GitHub, quand c'est un repo public, vont être scannés pour vérifier. Parce qu'il y a quelques années, ça doit dater de 2007, non pas 2007 parce que GitHub n'existait pas, donc je me souviens plus. J'avais vu un post en disant, quelqu'un qui disait GitHub n'est pas sécurisé. Bah oui, tu avais mis des clés publiques d'AWS dans ton repo public, donc c'est pas un problème de GitHub, c'était un problème de pratique de développement. Et là, je pense qu'on n'a pas le même, on regarde pas le problème au même niveau, toi et moi. C'est-à-dire que moi, je vais avoir un truc très basique dans l'éducation, parce que les failles de très bas niveau, je pense que ça doit être traité avec l'aide d'un expert. Ouais. Alors, le cas que tu évoques, en fait, est marrant, et je suis obligé d'en parler parce que c'est un vieil épisode. Si vous l'avez pas écouté, je vous invite à aller écouter l'épisode 66 avec Olivier Dupuis. Je vérifie que c'est le bon numéro. C'est sur Log4j ? Non, c'est sur les clés AWS. Et en fait, Olivier nous raconte comment est-ce que un jour sur sa boîte, il y a un des devs qui a publié dans un guide public les clés AWS de toute leur infra sur un site qui s'appelle Interenchères, qui fait la vente aux enchères d'objets d'art. Notamment, il explique que en fait, il y a effectivement. Alors, c'est l'époque où on a enregistré ça, c'était en 2000, épisode 66, donc c'était en 2023. En 2020, pardon. Donc c'était il y a un petit moment, et donc il expliquait que il y a des routines sur GitHub qui tournent toutes les 3 minutes pour effectivement écluser ce genre de système-là. Mais du coup, il y a des attaquants malveillants qui scannent GitHub toutes les 2 minutes pour essayer de choper les clés qui passent entre les mailles du filet, quoi. Et donc eux, ils se sont fait choper. Et donc ils nous racontent minute par minute comment ils ont récupéré l'accès à leur système, parce que forcément Lone Murphy fait que tu as tous les problèmes qui s'enchaînent, le téléphone pour la MFA qui n'a pas de batterie, qu'il faut attendre qu'il se rallume, enfin bref, toutes les situations. Donc je vous invite à effectivement aller écouter cet épisode qui est un cautionary tale, comme on dit, de ces éléments-là.
Et pour moi, c'est important, tu vois, quand on parle de niveau de sécurité, il y a des choses de base qui sont faciles à mettre en place. Et c'est pour moi, on commence par là. Mais tu vois, le fait qu'on soit obligé, bien évidemment, c'est nécessaire qu'on ait des frameworks qui nous mettent des ORM pour utiliser les injections SQL. Bien évidemment, c'est top qu'il y ait des outils comme GitHub qui viennent empêcher la publication de clés AWS, Azure ou autres, parce que ça peut faire des gros dégâts. Mais tu vois, le fait qu'on délègue cette responsabilité à des outils, ce que tu disais, en fait, tu vois, Log4j où on n'avait pas la maîtrise de ce truc-là, ça fait qu'en fait, et c'est le sujet qu'on a aussi avec l'IA aujourd'hui, on laisse les IA coder, on laisse les IA scanner notre code, mais qui est-ce qui contrôle tout ça? En fait, tu vois, à force de déléguer la responsabilité, on n'est plus capable de faire les choses nous-mêmes. Alors, c'est aussi parce qu'on a rajouté de la complexité sur la complexité et qu'on nous demande de faire de plus en plus de choses. C'est-à-dire que si on revient au DevOps, DevSecOps, c'est que comme une grosse partie de notre travail, ça a été d'essayer d'automatiser les tâches. Ça a fait 32 ans que je travaille, d'accord ? J'ai commencé comme développeur dans un petit éditeur de logiciels. Et ce qui était amusant, c'est qu'on n'avait pas le temps de faire les tests. On a tous connu ça. On ne va pas parler de sécurité, on va parler de qualité. Ce que moi j'espérais, c'est qu'en vieillissant, quand mes collègues qui ne sont pas restés développeurs sont devenus des managers, puis des CIO ou des CTO, puis des patrons de boîte, se rappellent de ce temps-là, où quand on est développeur, on se plaint, on n'a pas le temps de faire des tests, on n'a pas le temps de faire la sécurité, on n'a pas été formé sur les choses. Ça arrive tout le temps, ça. Donc, sur le principe, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a la partie qui me perturbe, c'est qu'on manque de temps. Et en plus, maintenant, avec l'arrivée de l'IA, on est capable de développer des applications de plus en plus rapidement. Il va y avoir une compétition entre les vendeurs. Je suis éditeur d'une application SaaS qui fait X. Ah oui, mais il y a 3 services qui se sont faits en parallèle, donc il faut que je continue d'accélérer. Donc il va y avoir une pression de plus en plus grande sur les développeurs. Les créateurs, on pourrait parler à ce moment-là, j'ai envie de dire créateurs d'applications, est-ce que ce sont des développeurs ou autre chose, je ne sais pas. Mais c'est sur cette partie, c'est vraiment sur le principe, moi je suis d'accord avec toi, mais moi dans mon temps, si je regarde ne serait-ce que dans ma journée de travail, j'ai peu de temps pour me réserver à une partie qui m'intéresse, mais sans plus. Alors je ne devrais pas dire ça, il y a 5 minutes j'ai dit la sécurité c'est le truc le plus important, mais c'est que on est obligé de choisir des priorités sur ce qu'on va approfondir et sur la façon, et la sécurité en plus c'est quelque chose de très très compliqué. Donc c'est quelque chose où je travaille avec un de mes collègues qui s'appelle Adrien, qui fait le même métier que moi mais spécialisé sur la partie sécu chez GitHub. Son métier c'est justement d'être un peu plus dans la profondeur pour pouvoir, quand moi je fais mon petit vernis, lui il arrive où il va passer plus de temps sur cette partie-là et surtout faire le pont entre l'équipe sécu, dans les grosses entreprises, l'équipe sécu et les développeurs. Et si on prend une petite équipe, une société où il y a un CIO ou un CISO qui n'a pas d'équipe, qui n'a pas de personnes qui vont vraiment travailler sur cette partie-là, comment tu fais Mais les gens, on est curieux par nature. Alors, la plupart des gens qui travaillent dans les développeuses qui restent dans la technique année après année, c'est parce qu'on est curieux, on est curieuse, on a envie d'apprendre des choses, on a juste besoin de choisir certaines parties. Moi je me souviens quand j'ai commencé à travailler, la partie réseau ne m'intéressait pas. Et pourtant, aujourd'hui, s'il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. J'aurais beau faire l'application la plus belle du marché, le réseau c'est ce qui va faire tourner. Ça fait partie des choix qu'on a à faire. Mais il y a aussi toute une partie où on ne se pose pas trop la question. Et je pense que juste sensibiliser les gens, déjà, c'est très important. La question se veut un peu, je ne vais pas dire provocante, mais un peu absurde à dessein. Parce que, effectivement, la sécurité, tu l'as dit, c'est un sujet d'expertise. Et que ça se complexifie énormément avec le temps. Mais est-ce que d'une certaine manière, la recherche de failles et les attaques se sont beaucoup complexifiées avec le temps? Parce qu'en fait, on a réussi quand même à écluser une bonne partie des failles simples. C'est-à-dire que comme l'injection SQL est quelque chose qui est de moins en moins accessible au possible sur des grosses infrastructures, ça oblige les attaquants, entre guillemets, à aller chercher des failles plus complexes. Tu vois, est-ce qu'on n'aurait pas un moyen simple d'arrêter la recherche des attaquants? Ce serait de faire des systèmes au final moins bien protégés
qui permettrait du coup aux plus gros de se protéger plus facilement. Je sais pas. là, je sais pas. Mais sur la partie étant d'une nature optimiste, comme on développe tous de plus en plus avec l'IA, je pense qu'on va simplifier. On va développer plus, mais on va diminuer le nombre de frameworks, le nombre de langages, le nombre de façons de développer, parce qu'on va tous se standardiser un petit peu. Alors, moi, je vois ça de façon optimiste. Il y a des personnes qui vont voir ça de façon catastrophique. Et là, je pense qu'on aura une opportunité peut-être pour justement les failles seront plus faciles à découvrir et à répondre, à contourner ou à fixer. Je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot. Oui, parce que du coup, en fait, on va tous utiliser à peu près les mêmes patterns, les mêmes frameworks, et donc du coup, s'il y a une faille qui est détectée, elle sera vite déployée partout parce que. Je pense. Après, la faille comme le fixe. Oui, aussi, effectivement. La faille le moins vite possible, le fixe le plus vite possible. Tu nous as évoqué, parce que donc maintenant, tous les épisodes d'IFTTD ont la capacité de terminer dans un MCP qui va pouvoir guider les développeurs directement dans leur IDE. Tu nous as donné ces conseils sur éviter la fuite des clés dans le code. Est-ce que du coup, tu peux aussi nous donner d'autres petits conseils simples et efficaces sur comment fiabiliser un peu le code qu'on produit? Alors, moi, la façon dont... Il faut se rappeler, je travaille pour GitHub. Donc moi, en plus, c'est la seule plateforme que je connais. C'est-à-dire que j'ai pas eu l'occasion de travailler avec d'autres plateformes DevOps, puisque quand on a quitté Subversion en 2000, quand je travaillais chez Exoplatform, on a quitté Subversion pour passer sur GitHub. Et depuis, j'ai jamais quitté GitHub. Je vous invite, parce que qu'on a tous l'occasion de faire des repos, c'est de se mettre dans une situation d'un développeur, d'une équipe, d'une développeuse, d'un développeur, d'une grosse équipe qui doit avoir un projet sécurisé, dès le début. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est vous regardez les fonctionnalités de sécurité qu'il y a dans GitHub sur les projets open source, parce que tout est gratuit, pour se sensibiliser à justement comment on scanne et comment on se protège pour éviter de pousser des nouveaux secrets, des nouveaux clés d'API dans le code, comment on répond aux problèmes. Et typiquement aujourd'hui, si on reprend l'exemple d'AWS qu'on a cité précédemment, ça va désactiver la clé automatiquement quand c'est public, ça va pas laisser le temps aux gens d'attaquer. La même chose sur le code, c'est-à-dire qu'on a un outil, un scanner de code qui s'appelle CodeQL, qui est fourni avec GitHub, comme ça. Donc vérifier, voir comment ça fonctionne. Après, dans votre entreprise, vous aurez peut-être des autres outils, ou quand vous allez choisir dans le futur prendre un autre outil, mais c'est se sensibiliser à ça. Dépendre d'Abot pour mettre à jour les dépendances. Donc vérifier que la première solution, les deux premières choses à mettre en place, pas de secret dans le code, les dépendances à jour, et le troisième, c'est scanner le code, mais pas uniquement pour la qualité, mais pour la sécurité. Et on peut le faire et on peut découvrir ces fonctionnalités-là dans GitHub. Et après, vous pouvez, une fois que vous avez compris, partager ça avec d'autres personnes. Et moi, je trouve que là, ça va être aussi un bon moyen d'apprendre, parce que quand vous allez commencer à prendre vos projets, surtout s'ils sont vieux, vous allez les activer, vous allez voir des failles qui vont remonter. Et en fonction de la curiosité et de la compétence, vous allez soit fixer sans trop comprendre, soit apprendre en disant j'ai envie de comprendre pourquoi cette faille est importante et elle doit être fixée tout de suite. Et donc forcément devenir meilleur pour les trucs d'après. Avec la particularité qu'on a beaucoup de choses à apprendre en ce moment. Moi j'ai 3 enfants qui sont développeurs. Ce qu'ils doivent apprendre en quelques mois, on aura mis, en tout cas moi j'aurais mis plusieurs années à apprendre à cause ou grâce à l'IA, je ne sais pas si c'est... Mais donc on va devenir meilleur, mais en parallèle de ça, on va se prendre d'autres vagues sur lesquelles on va devoir travailler. Après, il y a peut-être aussi le fait que toi et moi, on a peut-être mis des années à apprendre tout ça, mais c'est aussi parce que tout ça est apparu au fur et à mesure de toutes ces années, en fait. Donc, mathématiquement, on ne pouvait pas tout engranger d'un coup. Mais c'est vrai qu'on a évoqué plusieurs fois sur ce podcast la complexification de notre métier, et notamment parmi le fait qu'on nous demande de faire du code qui fonctionne longtemps, qui soit sécurisé, qui gère des notions de performance, de scalabilité. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup plus de techno qu'avant, qui nous rajoute de l'abstraction, mais donc qui nous permet de faire des choses. On prend souvent l'exemple de Cube en disant Cube c'est une techno qui est complexe. Mais comparativement, faire un cluster aujourd'hui par rapport à ce que c'était en 92, ça n'a rien à voir en termes de simplicité. C'est-à-dire qu'en gros, en quelques clics de souris, tu as un truc qui est scalable à travers le monde, alors qu'avant, c'était un boulot de 200 personnes, quoi. Alors la raison pour laquelle je rigole, je suis entièrement d'accord avec toi, mais la raison pour laquelle je rigole, je dis oui, mais on n'a pas nécessairement tous besoin d'un cluster. Aussi, ça on est d'accord. Parce que il y a aussi cet effet où on va rajouter de la complexité par notre nature. Moi je développe une application, en étant très prétentieuse, le Strava de la planche à voile. J'ai mis
j'aurais pu faire un truc quasiment statique. D'accord, j'aurais quasiment statique. Les gens mettent en ligne leur trace GPS, analyse, etc. Donc c'est pour ça que je dis quasiment. Mon architecture, elle est ultra compliquée, mais parce que, j'ai envie d'apprendre. 2, ça me permet aussi, quand je discute avec d'autres développeurs et des gens qui travaillent sur des applications réelles, de me comparer. Mais on a quand même une nature à complexifier les choses aussi, je pense. Il y a un peu de ça. Ça fait partie on a envie d'apprendre ou de découvrir quelque chose. C'est assez amusant que tu parles de Kubernetes, parce que moi, j'en fais quasiment plus. Et je fais des outils où on fait juste des conteneurs qu'on déploie sur le cloud. Moi, ça me suffit pour mes applications. Et je pense qu'il y a beaucoup d'applications où ça pourrait suffire. En effet. En tout début de podcast, tu as eu une phrase que j'ai trouvée surprenante, sur laquelle je souhaiterais revenir. Tu as dit que l'IA n'était pas un bon outil pour détecter les failles. Alors, ce qui m'a étonné, déjà parce qu'on a vu, là on enregistre ce podcast, on est mi-avril, il y a eu Claude Mythos qui a fait une annonce. Alors je sais que c'est des effets d'annonce de machin et compagnie, mais ils ont annoncé que du coup ils ont détecté énormément de failles dans des projets existants. Donc je suis étonné je sais pas si tu peux clarifier. Oui, je pense que j'ai peut-être été trop direct ou trop. En fait, mon commentaire, il est plus de dire aujourd'hui, ne considérez pas, parce que vous avez demandé à votre IA, quelle qu'elle soit, de scanner votre code pour la sécurité, que le résultat soit suffisant. Ok. C'est-à-dire que plus on va avoir quelque chose de déterministe, et avec des outils qui ont été prouvés et qui vont comprendre la code base, alors là je parle vraiment sur l'analyse du code, plus ça sera intéressant. Je pense que c'est complémentaire. Mais par contre, la façon dont moi je travaille dans mon code, c'est quand je suis avec Copilot, je vais lui demander est-ce que tu peux vérifier avant de committer. Je vais lui dire scanne-moi mon code pour faire une code revue de ma branche en cours et donne-moi les failles ou ce que tu trouves autour de la sécurité et de la qualité systématiquement. Donc il va me donner des choses, donc il va me trouver des choses dessus. Alors, oui, si, en Java, il m'a trouvé. Il m'a trouvé des trucs qu'il a qualifiés de sécurité, très bien. Et par contre, je dis ça pour pas remplacer le côté, par exemple, les scans de secret. Faut être certain que le pattern qu'on a, ça soit un vrai secret, etc. Et sur le scan de code, les outils quand même modernes sont capables de remonter dans la chaîne d'exécution pour savoir est-ce que c'est quelque chose qui peut être exploité et l'expliquer. Je pense qu'aujourd'hui, ça peut être intéressant et être complémentaire. Mais d'ailleurs, nous, chez GitHub, l'équipe des ingénieurs autour de ces outils-là utilise l'IA pour aider à écrire les règles. En fait, on appelle ça des queries, des requêtes sur CodeQL. C'est complémentaire. Je pense que j'ai été effectivement un peu extrême dans ce statement, mais c'est plus le côté aujourd'hui, c'est pas suffisant. Gardons en compte parce que sinon, on va. En plus, tu as parlé d'un modèle qui n'est pas encore accessible. Donc, ça veut dire que si moi je le fais avec mon Claude Opus, mon GPT-5.4, en disant est-ce que tu as trouvé les failles de sécurité, il me dit non, il n'y a rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Parce que donc c'est plus dans ce contexte-là que c'est là. Mais d'ailleurs, ça va changer tous les mois, comme l'IA change toutes les semaines et tous les mois. On peut même supposer d'ailleurs que même ce fameux modèle Mythos de Claude ne détecte pas tout. C'est juste qu'il a un modèle qui lui permet de détecter certains éléments, mais comme bien souvent, en fait, parce que les failles sont multiples, beaucoup sont inconnues, le resteront peut-être toujours, mais est-ce que pour poser ma question autrement, est-ce que tu penses qu'on arrivera un jour à avoir un système qui est réellement 100% fiable ? Non, je pense pas. On est d'accord. Par contre, ce que tu viens de dire est vraiment important, parce que justement, la partie, tu vois, j'ai pas pensé à le mettre en avant quand tu parlais du MCP, par exemple, ou d'exposer l'information. Parmi les choses que vous allez voir quand vous allez mettre en place la partie scan de code, ça va créer un nouveau pipeline, un nouveau workflow GitHub. Et il y a deux choses. C'est tu scannes à chaque push et tu scannes une fois par semaine. Et ça, c'est important. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les failles de sécurité dans notre code, on en a peut-être, mais qui vont être découvertes par des ingénieurs, des grands spécialistes, des gens qui soit des hackers ou des spécialistes qui adorent ce côté, le bug bounty, le bug bounty, chercher les failles. Pourquoi c'est important, même sur du code qui ne bouge plus, parce que tu parlais du code qui est fait pour durer, ça veut dire qu'il y a du code qu'on ne va pas retoucher, qui n'a pas de faille je ne sais plus quelle date on est, en 2026, mais si ça se trouve en 2027, sans que vous ayez touché quoi que ce soit, il y a une faille qui a été pas introduite, qui a été
Découverte, ouais, elle était là, elle était découverte. Enfin, disons qu'il y a quelqu'un qui a réussi à l'expliquer. Quelqu'un qui a réussi à l'expliquer et trouver cette code. Et le fait d'avoir les outils qui scannent régulièrement le code existant, donc nous par défaut c'est une fois par semaine, donc à chaque push, donc tout ce qui a été modifié va être scanné, et une fois par semaine on rescanne tout, ce qui permet le jour, comme nos règles elles évoluent, donc une fois quelqu'un, parce que je sais pas si vous, alors moi là ça va dépasser ma vraie compétence, c'est comment on publie une faille, c'est si vous trouvez une faille s'il vous plaît, n'allez pas sur Twitter, n'allez pas dire j'ai trouvé une faille, non, vous prévenez le projet de façon privée, ils vont vous remercier, ils vont travailler sur la faille, une fois que sur le fixe, une fois que c'est fixé, publiquement il y a un fixe et on met à jour. Et typiquement, quand cette faille aura été trouvée, et le fixe trouvé, toutes les règles, alors, quand la faille est trouvée, oui. Et donc ce qui va se passer, c'est que les outils de scan sont mis à jour, et quand on va rescanner, on dit ah bah oui, là il y a une faille qu'il faut fixer. Le fixe, c'est vous changez votre code ou vous mettez à jour la librairie, et c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Et du coup, quand vous faites une analyse à chaque push, vous analysez que ce qui est modifié, parce que c'est-à-dire qu'on peut du coup aussi, au travers d'un push, en fait, tu peux de par une succession d'éléments, en fait, tu peux introduire une faille, mais du coup pas dans ce que tu modifies. Alors, ça justement, ça revient. Alors, ça va dépasser un peu mes compétences en termes de comment ça fonctionne à l'intérieur. Ouais. Mais par contre, c'est là où justement les outils comme le scan de code QL, lui va remonter. C'est-à-dire que vous avez changé du code, il va pas uniquement faire le diff sur ce qui a été changé, il va regarder le diff, mais le diff remonte dans les impacts par ça. C'est-à-dire sur ce chemin-là, il y a effectivement une vulnérabilité. Ok, canon. Je pense qu'on n'a pas le choix, mais qu'il faut effectivement évoquer le changement de notre métier avec tous ces outils d'IA qui arrivent, où effectivement on produit du code de manière phénoménale par rapport à ce que c'était avant. C'est ce que je disais en intro, on a l'IA qui génère le code, l'IA qui relie le code, l'IA qui recherche les failles. Est-ce que, alors tu l'as évoqué un peu tout à l'heure, que ça a un petit peu uniformisé nos pratiques. Mais on voit aussi quand même beaucoup de gens dire j'ai publié une app et en fait en 24 heures ils se font retourner dans tous les sens parce qu'en fait c'est quand même surprenant que tous ces outils d'IA qui génèrent du code de manière native génèrent du code au final comme nous, c'est-à-dire avec plein de failles, alors qu'ils pourraient du coup avoir ça de manière native de faire du code sécurisé d'emblée. Alors oui, et je pense que ça s'améliore à chaque release de nos produits. Et ce qui se passe, c'est que il y a deux parties dans le changement de notre métier. Il y a cette partie-là où, en fait, je ne sais pas si tu connais Didier Girard de Sphère, quand il parle de l'IA pour les devs, donc je le quote, mais j'ai la même opinion, écrire du code deviendra un anti-pattern. Je n'ai pas dit pour tout, mais pour les applications métiers, business, je pense effectivement que demain, parce qu'il faut bien quelqu'un qui écrive le cœur du produit en dessous, le moteur de base de données, etc. Dans ce contexte-là, effectivement, pourquoi il y a des failles de sécurité? Si on a quelque chose, il faut avoir confiance. De plus en plus d'outils, en fait, et on le voit, vont écrire du code et après s'auto-corriger. Et dans une des fonctionnalités de GitHub qui s'appelle le Cloud Agent, c'est quelque chose, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà testé, c'est que si vous avez une GitHub Issues, une spec ou autre, vous la donnez à GitHub, il va créer la pull request, va créer la branche, travailler, créer la pull request, mais avant tout ça, avant de finir de créer de proposer la revue, soit par l'IA, soit à l'humain, mais généralement les deux, les dernières phases, c'est il passe l'outil de sécurité. Donc il s'auto-valide, mais pas avec l'IA entièrement, avec l'IA plus l'outil de sécurité. Donc je pense que le commentaire que tu as fait, il y a aussi deux choses, c'est que je pense que ça évolue beaucoup. Je pense que ça serait intéressant de reprendre la personne qui s'est fait exploser son SaaS développé en 20 minutes en 2026, en janvier, février, il faudrait refaire avec les nouveaux modèles et les nouveaux outils. Mais il y a une autre partie aussi, et c'est là où en fait moi je ne suis pas inquiet pour notre métier. Alors ça dépend si on pense que notre métier c'est pisser la ligne, il faut changer. On est d'accord. Par contre, on a besoin, ça revient de pourquoi on ne peut pas devenir des experts de sécu tous. On a besoin de plus en plus d'applications, de les déployer de plus en plus vite. Alors je ne sais pas si c'est bien ou c'est mal, c'est le marché, d'accord. Et ça veut dire que on a toujours besoin de gens qui vont avoir une sensibilité. Je fais un produit et j'aime le créer. Alors, nous, les développeurs, on va devoir qui sont plutôt moins techniques. Je veux dire, on va s'intéresser plus au métier pour accélérer.
Par contre, on a toujours besoin d'une personne qui va, pour combien de temps, je ne sais pas, parce que ça, je ne suis pas visionnaire, mais une des raisons pour lesquelles il y a ces problèmes, c'est que ce n'est pas le tout d'écrire le code. C'est pas tout, même si le code est sécurisé. Si tu ne sais pas comment déployer, tiens, j'ai vu un mec qui a fait du Kubernetes, je vais demander à l'IA de me faire un Kubernetes. Oui, il va le faire, mais toutes les bonnes pratiques de développement, et qui ne sont pas de la sécu au sens code dans ce cas-là, mais vraiment de la sécu plus Ops et SRE, là, c'est une compétence qui est vraiment nécessaire. Donc tu veux dire sur le pourquoi on fait les choses? Non, non, ça c'est pour le dev, je parle pour la sécurité. Pourquoi ces services sont attaqués? C'est aussi parce que la façon dont il l'a probablement déployé, la façon dont il a pensé il ou elle a pensé l'authentification, tous ces trucs-là, en fait, c'est aussi une compétence d'architecte, de tech lead, dont on a toujours besoin. Ouais. Mais on se fera aider pareil par l'IA. Ok. Toi, à quel point est-ce que tu vois l'IA impacter effectivement peut-être le travail chez GitHub, mais de manière générale, nos différents métiers? Alors, ça impacte tous les métiers, et pas uniquement nos au sens les techos. Ça va du product manager au marketing, au développeur, à la sécu, etc. Et là, je vais faire entre guillemets un peu, c'est pas de la pub, mais moi je suis passé à la ligne de commande de la GitHub Copilot CLI, quasiment 95% de ce que je fais aujourd'hui, c'est dedans. Parce que je vais répéter des chiffres qui avaient été donnés lors d'une présentation que le responsable de ce projet a fait. À 10 développeurs, ils font 500 pull requests par semaine. Donc l'impact, c'est... on change complètement la façon. Complètement. Ça impacte tous les métiers quand on fait ça, parce que ça veut dire... Et je discutais avec la personne qui travaille sur ce projet, le responsable du projet, et le problème, c'est que tu as une release par jour, au minimum. Une release par jour, ok. Nous, les développeurs, à la rigueur, pourquoi pas? On a mis nos garde-fous, on a automatisé tout, c'est très bien. Mais il faut mettre à jour la doc, il faut mettre à jour les supports de formation, il faut annoncer les nouveautés. Ça aussi, il faut l'automatiser. C'est pour ça que, si on prend cet exemple-là, les doc writers sont également impactés par ça. Ouais. Si tu as une release par jour, et hier matin, dans le train, j'ai vu qu'il y avait 2 nouvelles fonctionnalités que j'aimais bien, qui ont été rajoutées, qui étaient Ask, le côté conversationnel, pas uniquement... Alors c'est rigolo parce que le monde va à l'envers, c'est-à-dire que Copilot, on a commencé par la complétion, puis après le chat, puis après l'agent. La CLI, c'est le mode agent, et ça fait tout en automatique, et on vient de rajouter le Ask, ce qui me permet de pas besoin d'aller dans mon IDE pour avoir des questions basiques, peu importe. Ça, tu vois, c'est sorti hier. Je suis sûr que j'ai pas pris le temps aujourd'hui de regarder le changelog. Tout ça, toutes ces nouveautés-là, il faut pouvoir les documenter. Il faut pouvoir avoir la partie... l'IA change vraiment toute la partie du socle. J'ai fait un refactoring il y a la semaine dernière. En fait, le refactoring, c'est je propose à mes invités de revenir 3 ans après pour faire un refactoring de leur épisode. Et donc on a fait un refactoring avec Thomas Bonenfant. Je vous invite à aller écouter l'épisode. Et donc lui, à la base, il y a 3 ans, il faisait des formations no code. Maintenant, il fait beaucoup de formations autour de l'IA, parce qu'en fait, tous ces deux écosystèmes se sont un peu bien rencontrés, on va dire. Et il m'a fait un propos que je trouve hyper intéressant, c'est il dit que ce qu'on voit actuellement, les entreprises ont une désillusion vis-à-vis de l'IA, c'est qu'en fait, la majorité des gains de productivité qu'apporte l'IA ont été capturés par les individus. Et qu'en fait, il y a beaucoup de gens d'entreprise qui utilisent l'IA, mais parce que du coup, ça leur permet de travailler plus vite, et donc d'avoir plus de temps qu'ils prennent pour eux, pour se reposer, pour et autres, et qu'en fait, ça crée un problème, parce que c'est l'entreprise qui paye pour les outils d'IA et qui n'en voit pas le retour, parce qu'en fait, ça rend les gens meilleurs, mais du coup, ça permet aux gens de garder un peu de distance, tu vois, ou même de reprendre de la distance avec ces éléments-là. Alors, là, j'ai un grand sourire hein, quand j'entends ta question. Je dis, j'ai deux. Mon cerveau, il est divisé en deux là. Il y a d'une part, alors c'est très bien. C'est top. Ouais. Il y a une partie qui est plutôt sur le côté, peut-être que c'est très bien. Et il y a l'autre partie, c'est pas ce qu'on vit chez GitHub. Nous, ça nous permet de faire plus de choses pour le produit. Donc, est-ce que par moment, ça va nous soulager? Oui, ça nous soulage. Et notamment, il y a des tâches, mais il y a plein d'autres impacts. Ça a aussi un côté,
pendant que je suis en train de te parler, mes collègues qui font le même métier que moi, ils sont en train de créer des applis, je vais me connecter, oh là là, j'ai pas vu comment ils ont fait, ça va me mettre une pression indirecte. Donc peut-être que c'est aussi pour ça qu'on a besoin de ce temps un petit peu. Mais on est vraiment en phase de construction sur cette partie-là, de construction pas des outils, parce que les outils effectivement sont aussi en construction, mais comment ça impacte le travail. Et moi je vais me concentrer sur la création d'applications, parce que je ne vais pas parler des autres métiers. Là c'est en train de complètement changer. Il y a 5-6 mois, je ne disais pas qu'on n'allait plus toucher le code. Quand j'ai dit, c'est ce que je citais Didier qui disait écrire du code sera un anti-pattern, c'est pas un discours qu'on avait il y a quelques mois. Maintenant on peut se permettre de le dire. Attention, c'est pas pour toutes les applications, c'est pas pour tous les systèmes, hein, c'est pas. Mais et encore, on verra ça, on verra ça dans 3 ans. C'est ça. Mais c'est la phase qui est difficile, c'est que tu vois par exemple. J'ai eu la chance de rentrer chez GitHub en février 2021. Copilot est sorti en juin 2021. Moi, j'ai commencé à l'utiliser en septembre 2021. La façon dont on a utilisé l'IA entre ce moment-là et aujourd'hui est complètement différente. Et la plus grosse frustration que moi j'ai eue en tant que dev, moi, je suis tombé amoureux du truc tout de suite. Alors, tu vois bien dans mon discours que je suis pas nécessairement quelqu'un qui va plonger très très bas pour comprendre. J'ai plutôt ma compétence et ma curiosité, elle va être très horizontale plutôt que verticale. Tu vois, je ne vais pas devenir l'expert des failles de sécurité, de la JVM, du JDK 25, machin. Je vais avoir un vernis très très large. L'IA, moi, m'a changé ma vie pour ça. Je me suis mis à faire des choses que je ne pouvais pas faire auparavant. Je commence à développer en C sur un système embarqué pour un petit GPS pour la planche à voile avec un copain. L'IA m'aide énormément, ça change ma vie, j'apprends plein de choses. Maintenant, il faut qu'on arrive à passer cette façon de travailler dans les entreprises pour aussi que ça permette de créer plus. Après, le gros du travail, c'est de comment on fait ce changement-là. Et je vais me répéter, j'ai 3 enfants qui sont développeurs. Alors, c'est 3 fils. Et je leur ai pas dit, faut changer votre métier, votre métier est mort, devenez boulanger ou menuisier ou plombier ou autre. La plombier, si on fait du code, on l'est, bon, c'est l'usine à gaz, peut-être on verra comment ça sera dans le futur. Mais c'est juste que le métier change énormément, c'est passionnant. Il faut juste s'intéresser soit à l'architecture globale, soit au métier, un peu plus que ce que certains développeurs font aujourd'hui. Pas nécessairement les gens qui écoutent les podcasts, parce que c'est une question de curiosité en fait. C'est-à-dire que les gens curieux, à mon avis, il n'y a aucun souci. Il va y avoir des phases un petit peu de reality check en se disant, effectivement, mon métier change, il faut que j'accepte. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon, j'en sais strictement rien. Mais une fois qu'on a accepté ça, on va accélérer. Moi, ça me va. Hein, si on dit que écouter IFTTD, ça devient un argument vendeur pour dire que tu auras une meilleure carrière, moi, je suis preneur. Il y a un discours aussi, moi, que je vois popper depuis quelques semaines. C'est qu'il y a une espèce de fatigue que ces outils génèrent. Parce que, et moi, je le vis aussi, c'est que avant, quand tu codais, tu avais un bug à corriger qui te prenait 3 heures. Et quand tu l'avais corrigé, tu avais un vrai sentiment de fatigue de travail, et puis tu avais le vrai sentiment de dire j'ai fait un truc, je peux arrêter ma journée, j'ai fait un truc. Aujourd'hui, effectivement, tu fais 500 pull requests par jour, tu corriges 30 000 bugs, et puis en fait, arrivé à 18h, 19h, 20h, 21h, 1h du matin, t'es pas fatigué tant que ça, parce qu'en fait, au final, tu as l'impression d'avoir peu contribué par rapport à ce qu'on faisait avant, et ça fait qu'on a une espèce de... On a des journées à rallonge, du coup on a une fatigue autre qui s'installe. Je ne sais pas si vous vivez ça aussi chez GitHub. Alors, chez GitHub, je ne sais pas, je ne peux pas en parler, mais par contre, oui, c'est quelque chose qui est ressenti. Alors là, je ne te parle pas des ingénieurs de GitHub parce que je ne suis pas en contact. Je n'ai pas posé cette question, ça serait intéressant d'ailleurs. Je vais en discuter, tiens, quand je vais rencontrer, je dis comment vous le vivez cette partie-là. Ce qu'il y a de certain, c'est que... Alors, moi, la fatigue, je la vis pas, à titre perso, je la vis pas exactement comme ça. C'est plus le côté un peu compétitif. Je fais l'IA m'aide à faire des tas de choses, c'est top. Après, je passe beaucoup de temps actuellement à faire de la formation, du DevRel et de l'adoption. Parce que ça, c'est... Après, je suis un vendeur, hein, moi, le but, c'est que ça va être utilisé. Donc,
c'est beaucoup de temps à expliquer pourquoi ça impacte notre métier, soit dans les écoles, soit chez les clients, et pourquoi c'est très important de le faire. Et quand je reviens, quand je vais me reconnecter après notre discussion, je dis, oh zut, j'ai raté plein de trucs, j'ai pas eu le temps de faire, et comme ça bouge vite, la fatigue, elle vient aussi, non pas uniquement parce que tu n'as pas l'impression d'avoir fait ton travail dans ce que tu as décrit, qui était, où là j'ai vraiment analysé un problème, travaillé dessus, résolu, et j'ai une certaine satisfaction. Il y a aussi la satisfaction quand même de faire quelque chose, que ce soit un bug ou... là on n'a pas fait grand-chose, entre guillemets. Par contre, moi, la fatigue, elle vient quelquefois sur le côté je suis nul. Quand je regarde tout ce que font mes collègues, j'arrive pas à suivre. Après, j'ai la chance d'être d'une nature optimiste, d'être expérimenté en nombre d'années d'expérience, de prendre du recul et dire, oh là, ok, c'est pas maintenant, regarde ce que tu as fait autre chose, tu as apporté de la valeur d'une autre façon, tu as contribué à une autre façon. Mais ça, c'est vraiment fatigant. Et l'autre partie, et là, j'ai la chance, entre guillemets, pour moi c'est une chance, c'est là, moi je travaille chez GitHub, j'ai un produit à regarder qui s'appelle GitHub Copilot et la plateforme GitHub, et les autres produits, je les regarde en concurrence, pour comprendre comment ça fonctionne, et mon métier c'est ça. Mais si on prend les développeurs, les développeuses, les architectes, les product managers, tous ceux qui vont avoir à utiliser l'IA, c'est toutes les semaines, il y a quelque chose de nouveau, quand c'est pas tous les jours. Donc, en dehors du travail, c'est ce côté, comment on fait pour se tenir à jour? Comment on fait pour savoir ce qui est important ou pas important? Et ça, c'est, aujourd'hui, moi, je pense qu'il n'y a pas de réponse, et c'est très, très dur. Il faut accepter de rater les choses. Ouais. Et le point le plus important, c'est le partager. Donc, ce que tu fais dans le podcast, par exemple, est clé. C'est que une des grosses discussions qu'on a, c'est comment on partage ce savoir, comment on forme les gens. Moi, je ne sais pas former des gens sur quelque chose qui est nouveau toutes les semaines. On se serait vu au mois de septembre, je n'aurais pas pu, j'aurais dit tiens, on travaille sur une CLI, j'aurais pas pu te dire maintenant mon travail c'est 90-95% sur la CLI. Donc comment on forme? On forme pas, il faut partager. Et cette partie-là pour moi est vraiment le plus important, mais c'est aussi quelque chose qui apporte de la satisfaction. Ouais. Tu sais, moi là, alors quand il y a quelqu'un qui me dit je ne sais, alors, c'est à la fois bien et pas bien. C'est quand quelqu'un revient vers moi en disant je ne savais pas que GitHub ou que GitHub Copilot savait faire ça, est capable de faire ça. C'est satisfaisant parce que j'ai contribué à quelque chose. D'un point de vue purement marketing ou d'un point de vue produit, c'est zut, on a raté quelque chose. Mais d'un point de vue à titre perso, c'est ma satisfaction, elle va venir de là. C'est pas le même, c'est un plaisir qui va être un peu différent, mais ce que tu as dit là, sur le côté fatigue, je vais prendre mon fils aîné comme exemple. Il m'a appelé un jour et il m'a dit papa, ça te dérange plus de plus coder, de plus écrire des lignes de code? Et on discutait. Je dis moi aujourd'hui ça me dérange pas. Dit, mais d'un autre côté, ça fait 32 ans que je bosse. Des lignes de code, j'en ai écrit plein, plus ou moins belles. J'ai écrit. Est-ce que je sais que je suis pas un bon développeur, c'est-à-dire qu'il faut pas me faire confiance quand je mets quelque chose en prod. Mais par contre, je sais que si je me prends un problème, je vais réussir à le résoudre. Alors, un problème d'informatique de gestion, des business apps, et que si j'ai besoin d'apprendre une nouvelle techno, que ce soit sur du code ou déployé sur un cube, tu vois, quand j'ai appris Kubernetes, comme on est tous passés par là, je vais m'en sortir. Et je vais apprendre de façon vraiment traditionnelle, en me prenant les pieds dans le tapis. Mon fils aîné, lui, il aime coder. Et ça fait partie de tout ce qu'on a connu, où ça nous libère, on se repose. C'est une phase de... C'est pas de la méditation, je sais pas comment dire, c'est pas de la méditation, mais c'est une partie où on s'isole et machin. Et ça, on est en train de le perdre. Et je lui ai dit oui, je comprends ta question. J'ai pas la réponse. Par contre, ce qu'il faut, c'est garder ta curiosité, trouver les différents outils et aussi comprendre comment toi tu vas faire en sorte que les outils que tu vas choisir vont coder comme toi tu le veux, ou plus important, comme tu es un junior, comme ton entreprise ou ton équipe veut que tu codes, et tu partages ça avec tes tech leads, etc., qui vont t'aider à orienter le travail de l'IA. Okay. C'est une autre façon de penser. Canon. Merci beaucoup, Tug, pour toute cette discussion. J'aurais deux dernières questions pour toi, qui sont les questions rituelles de ce podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditoristes? Alors j'ai pas pris le temps de réfléchir à cette partie-là. J'ai raté. Alors comme ça, à chaud, est-ce que tu peux me donner
un petit peu, on va... Ouais, ça marche. Je réfléchis. C'est pas de souci. Mais alors, ce qu'on peut faire, c'est du coup, si tu veux, ça je te laisse un peu plus de temps et on pourra mettre en description. Ouais. Donc les gens pourront découvrir en description Désolé. la surprise de ce que tu veux partager. Et dernière question, la plus importante de ce podcast, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Espace. Espace, très bien. Merci beaucoup, Tug. Merci. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Voilà, donc la sécurité, comme toujours, hein, c'est un sujet qui est primordial. Tu nous as donné plein de petits conseils pour améliorer déjà au quotidien notre sécurité. Il ne faut pas surtout se reposer sur votre IA, en tout cas pas encore pleinement. Le côté déterministe a quand même un côté hyper important, donc allez checker les différents outils, notamment disponibles sur GitHub, mais peut-être sur d'autres aspects, mais GitHub, ils sont gratuits et ils sont disponibles en open source pour beaucoup. Donc profitez-en. Moi, comme toujours, je vous remercie de partager ce podcast autour de vous. Et si vous voulez rendre votre Claude Code, votre Copilot, votre curseur meilleur, vous pouvez avoir tous les conseils de Tug directement dans votre IDE grâce au MCP IFTTD, donc n'hésitez pas à les checker en description pour voir comment accéder à tout ça. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.